Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouvel espace commentaire, l'émission où je réponds à vos questions de la semaine. Allez, on va commencer cet épisode en faisant un petit tour sur Mars où quelque chose d'étrange est arrivé à Ingenuity. Ma fille voudrait savoir quand tu reparleras de Perseverance et Ingenuity. Bonjour Joe, on va prendre le temps de traiter la question de ta fille car il se passe des choses un peu étranges sur Mars en ce moment. Surtout pour le drone volant Ingenuity. Fin septembre, alors qu'il réalisait son 33e vol dans l'atmosphère martienne, sa caméra de navigation a montré un objet non identifié attaché à une de ses jambes. Il semble s'y être maintenu pendant quelques secondes avant de se détacher. Son apparence fait penser à une sorte de film plastique, ce qui lui conférerait très clairement une origine artificielle. Il n'y a bien sûr sur Mars pas beaucoup d'objets de la sorte, ce qui réduit le champ des suspects. Pour faire atterrir Perseverance et Ingenuity sur Mars, il a fallu utiliser un bouclier thermique, des parachutes et des rétrofusées. Tout ce matériel s'est écrasé dans la région du cratère Jezero, après avoir rempli son office. Au cours de ses pérégrinations, Ingenuity a par exemple pu retrouver et imager la coque supérieure du système de rentrée, ainsi que les parachutes. La NASA a également remarqué que des pièces de débris plus petits s'étaient répandues dans les environs à la faveur du vent. C'est probablement un de ces débris qui s'est temporairement accroché à la jambe du drone. La bonne nouvelle, c'est que cette rencontre fortuite n'a eu aucun impact sur les performances d'Ingenuity. L'appareil fonctionne toujours de manière nominale 1 an et demi après son premier vol. Il faut donc espérer que cette bonne santé continuera avec ou sans débris de la descente du rover. On prend maintenant la question de Gabriel et on va voir du côté de la sonde européenne Solar Orbiter. Pouvez-vous nous dire ce qu'est devenu Solar Orbiter? Est-ce que son bouclier thermique fonctionne normalement? Bonjour Gabriel, depuis son lancement en février 2020, la sonde européenne Solar Orbiter s'est progressivement rapprochée du Soleil en enchaînant 3 survols de Vénus et 1 de la Terre. Il y en aura encore bien d'autres d'ici 2030, mais la sonde commence déjà à livrer une belle moisson scientifique. Celle-ci ne concerne d'ailleurs pas que notre étoile. Solar Orbiter est aussi un peu une sonde vénusienne. Voilà quelques semaines, elle a pu livrer les mesures les plus précises à ce jour du champ magnétique de l'étoile du Berger. Celui-ci semble s'étendre jusqu'à au moins 300 000 km de la planète, soit presque la distance Terre-Lune. Son interaction avec le vent solaire a probablement des conséquences sur la chimie de l'atmosphère vénusienne. Les données de Solar Orbiter aideront à modéliser ces effets. Le champ magnétique du Soleil n'échappe pas non plus à la sonde européenne. En mars dernier, lors d'une de ses passes rapprochées, elle a pu capter un switchback, un renversement soudain du champ magnétique du vent solaire, ce qui a permis de déboucher sur une explication de ce phénomène le mois dernier. Solar Orbiter a encore de longues années de mission devant elle. À l'instar de sa cousine américaine, Parker Solar Probe, elle va se rapprocher progressivement du Soleil pour livrer des données de plus en plus précises des différents phénomènes qui affectent sa surface, sa photosphère, sa magnétosphère, ses éjectats ou son vent solaire. Ce qui devrait aider à comprendre un peu mieux cet astre si familier, mais pourtant encore si mystérieux. Sur la même thématique, il faut noter que la Chine a lancé dimanche dernier son premier observatoire solaire. Baptisé Kuafu-1, il restera cependant en orbite terrestre et essaiera de caractériser la progression de notre étoile vers un nouveau maximum qui devrait avoir lieu autour de 2025. Vous avez été nombreux à réagir à l'actualité SpaceX NASA Hubble et on va prendre 2 questions en rapport avec ça. Serait-il possible de faire de même pour James Webb en utilisant le Starship? Bonjour John. Contrairement à Hubble, James Webb a été pensé sans la possibilité d'effectuer des opérations de maintenance. La NASA et ses partenaires vont donc se contenter d'espérer que la première panne majeure arrivera le plus tard possible. Et même si elle ne survient pas, la durée de vie du télescope est limitée par ses réserves d'ergols, qui lui permettent de stabiliser son orbite. Seulement, on peut se dire que cette panne arrivera probablement dans 10, 15 ou 20 ans. Et qu'alors le paysage des véhicules spatiaux aura beaucoup évolué. Ce n'est pas difficile à imaginer, compte tenu des progrès réalisés ces 10 dernières années.
Le vaisseau Starship de SpaceX, avec sa méthode de ravitaillement en orbite, aurait probablement la longe nécessaire pour aller mener une mission de maintenance au niveau du point de Lagrange L2 du système Soleil-Terre. Ce qui pourrait servir à James Webb, mais également aux observatoires Plato, Nancy's Grace Roman et Lightbird. L'initiative dont on a discuté la semaine dernière, qui consisterait à utiliser une Crew Dragon pour rehausser voire réparer Hubble, pourrait donc être ici reproduite en plus grand. Le problème, c'est que James Webb n'a pas pris en compte cette possibilité dans sa conception. L'accès à ses composants et à ses instruments n'est donc pas spécialement facilité, et il faudrait s'attendre à de lourdes opérations comparées à celles de son grand frère. Par ailleurs, il paraît hasardeux de manœuvrer autour de son miroir, qui est complètement exposé. Même des RCS pourraient représenter un risque d'endommagement. Personnellement, je doute qu'une telle mission ait lieu un jour, mais comme je ne m'attendais pas du tout au concept Crew Dragon et Hubble, je ne demande qu'à être surpris. Je pense toutefois que la NASA ferait aussi bien de déployer ses efforts vers la génération suivante de grands télescopes. On enchaîne donc avec le même sujet, mais une autre question. Pourquoi dis-tu que le fait de rehausser Hubble permettrait d'augmenter sa durée de vie ? Est-ce qu'il tombe progressivement peut-être ? Ou bien est-ce dans le but de le mettre sur une orbite où il risque moins une collision avec des débris d'autres satellites ? Bonjour le vieux. En effet, Hubble perd de l'altitude progressivement. Il est un peu plus haut que l'ISS, mais pas suffisamment pour s'affranchir significativement de la traînée résiduelle de l'atmosphère. Son altitude supérieure lui permet en revanche de descendre moins vite. À seulement 400 km d'altitude, et avec une grande surface de frottement, l'ISS a besoin d'être rehaussé très souvent. 200 km plus haut, Hubble peut se permettre d'attendre 1 à 2 décennies entre chaque opération de rehaussage. Il est maintenant à 540 km d'altitude, et les effets de la traînée atmosphérique vont se faire de plus en plus présents. Si bien que sans intervention, les choses devraient vraiment se corser autour de 2030. Le plan de SpaceX et de la NASA semble consister essentiellement à le ramener à 600 km d'altitude. On pourrait même imaginer un peu plus haut pour se donner une bonne marge de manœuvre. En effet, plus on grimpe, plus le temps avant une rentrée atmosphérique augmente. La relation entre les deux facteurs est même exponentielle. Un objet type qui mettrait quelques semaines à retomber dans l'atmosphère depuis une orbite circulaire de 200 km nécessiterait une bonne dizaine d'années s'il était à 500 km, et même plusieurs siècles s'il évoluait à 1000 km de la surface. En boostant Hubble jusqu'à 700 km par exemple, on pourrait sur ce plan-là s'acheter quelques décennies de tranquillité. Le prix à payer, c'est qu'un éventuel entretien ultérieur devient plus complexe, puisqu'il faut monter plus haut. C'est donc pour la NASA une question d'arbitrage entre les coûts qu'elle est prête à supporter pour son télescope le plus emblématique et les apports réels d'une telle entreprise. On va terminer cet espace commentaire avec une question de Rudy sur le télescope Vera C. Rubin. Avez-vous des nouvelles du télescope Vera Rubin ? On a beaucoup parlé de télescopes spatiaux dans cet espace commentaire, on va donc finir avec un télescope terrestre. Bien que James Webb soit la star des médias, il est loin d'être le seul outil de taille qui va entrer en service cette décennie. On attend par exemple au sol une série de télescopes géants dont les miroirs fractionnés auront des diamètres se comptant en dizaines de mètres. On attend également un outil de surveillance du ciel qui devrait grandement faire progresser la connaissance des phénomènes transitoires. C'est l'observatoire Vera C. Rubin, doté d'un miroir primaire de 8 mètres de diamètre. Il est avant tout pensé pour offrir un grand champ d'observation. Sa mission sera de couvrir la totalité du ciel visible en quelques nuits seulement. Il pourra ainsi cartographier le système solaire et la Voie lactée et découvrir des phénomènes transitoires, des objets qui semblent apparaître et disparaître en un court laps de temps. C'est peut-être des supernovas, des objets interstellaires ou encore des sursauts gamma. Il contribuera également à la caractérisation de la matière noire et de l'énergie noire. Vera C. Rubin doit normalement devenir opérationnel l'année prochaine. À cette fin, sa caméra numérique, un objet de tous les records, est en train de finir d'être assemblée. Sur son site de production, elle ressemble presque à un énorme objectif de réflexe. Elle comprend ainsi une lentille de 1,65 m de diamètre et un capteur de 3,2 gigapixels visible au fond sur cette image.
Une fois en activité, l'observatoire promet de fournir une quantité astronomique de données qui bénéficieront à de nombreux champs de l'astronomie. Certains comptent sur lui pour finalement mettre en lumière une éventuelle planète 9, ou à l'inverse, pour prouver que son existence est très improbable. Voilà, c'est tout pour cette émission, mais j'espère qu'on a répondu à quelques-unes de vos interrogations. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres vidéos sur l'actualité spatiale, et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.